You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'1 heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Vous le savez, Vivre avec les VIH n'est pas enregistré pendant les vacances scolaires de Paris et nous vous proposons habituellement des rediffusions. Pour ces vacances, nous avons pensé de vous partager une série de podcasts produits par SIDAction qui revient sur les principaux événements qui ont rythmé les 40 années de lutte contre le sida. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter les 2 derniers épisodes, les années 2000 racontées par Catherine Ranger et les années 2010 racontées par Eddie Depreto. À suivre, un extrait de notre émission dédiée à l'amour avec les témoignages de Fred, Cédric et Hélène qui parlent de leur couple heureux et sérodifférent. Bonne écoute! SIDAction présente Ensemble, 40 ans de lutte contre le sida. Les années 2000, racontées par Catherine Ringer. À l'aube du 3e millénaire, malgré de difficiles batailles remportées contre le virus du sida, la guerre continue de faire rage. Avec près de 40 millions de personnes contaminées et plus de 20 millions de morts, la lutte contre la maladie est désormais une course de fond. Si les trithérapies permettent aux patients de rester en vie, les effets secondaires sont lourds à supporter. Plus grave, leurs coûts élevés les rendent inaccessibles aux pays en développement, notamment en Afrique, où la situation demeure extrêmement préoccupante. Symptôme d'un monde économique et médical fracturé, le sida est devenu un marqueur du sous-développement. En 2000, l'Afrique accueille pour la première fois la conférence internationale de lutte contre le sida à Durban, en Afrique du Sud, où le taux d'infection est le plus élevé au monde. Pour ouvrir et conclure la 13e conférence mondiale sur le sida, tout un symbole. À Durban, l'Afrique est enfin entrée dans la sphère mondiale de la lutte contre l'épidémie après 2 décennies d'attentisme. Il était temps, le continent compte aujourd'hui 70% des 35 millions de séropositifs dans le monde. Le combat à mener est de si grande ampleur que Nelson Mandela, sorti de prison depuis à peine 10 ans, s'engage dans un nouveau combat, celui du sida. Il déclare que le VIH est pire qu'une guerre, mais que cette guerre peut être gagnée. Nous avons maintenant l'expérience de ce qui fonctionne. L'exemple de nombreux pays a démontré que l'infection par le virus peut être prévenue si on s'investit dans l'information. Il entame alors un bras de fer contre les laboratoires afin de les contraindre à rendre les traitements accessibles aux plus pauvres. Durant son unique mandat, il fait voter en 1997 une loi favorisant le recours aux médicaments génériques, qui aura bientôt d'importantes conséquences juridiques. Le 5 mars 2001, devant la Haute Cour de justice de Pretoria, s'ouvre un procès historique. 39 laboratoires pharmaceutiques internationaux attaquent le gouvernement sud-africain qu'ils accusent d'avoir délibérément violé leurs droits sur la propriété intellectuelle. Droit commercial contre droit à la santé, la Haute Cour de Pretoria examine depuis lundi la plainte de 39 firmes pharmaceutiques contre la loi sud-africaine permettant l'importation de copies de médicaments à bas prix. Ce procès est une question cruciale pour les millions de malades qui ne peuvent, pour des raisons financières, avoir accès au traitement. Relayé par la presse internationale, le conflit prend une dimension politique. Des manifestations sont organisées dans les rues de la capitale pour demander aux laboratoires de retirer leurs plaintes. Alors que le combat judiciaire voit s'affronter industriels et politiques, le président du tribunal autorise l'ONG de défense des malades sud-africains TAC, Treatment Action Campaign, à prendre part au débat. TAC dénonce le coût humain du non-accès aux médicaments pour les populations les plus défavorisées et permet aux malades de se constituer partie civile.
Leur action est relayée par de nombreuses organisations de la société civile dans le monde, dont Médecins sans frontières. Partout, les médias prennent fait et cause pour le gouvernement sud-africain. Ce matin déjà, le journal britannique, le Financial Times, rapportait que 5 des principaux plaignants seraient prêts à annuler leur action en justice, preuve du succès de la campagne des ONG. Médecins sans frontières a ainsi réussi à recueillir 250 000 signatures dans une pétition en faveur de l'annulation du procès. En dénonçant la logique financière des laboratoires, ils sonnent la mobilisation générale avant que les États s'en mêlent. L'Allemagne est le premier pays à soutenir l'Afrique du Sud, bientôt rallié par la Hollande, la Belgique, le Danemark et le Parlement européen. Sous la pression internationale, les laboratoires retirent leurs plaintes le 18 avril 2001. L'industrie pharmaceutique a finalement reculé. Le procès de Pretoria fera jurisprudence, autorisant les États à faciliter l'accès aux traitements pour leurs populations les plus fragiles, sans craindre d'être attaqués par les laboratoires. Les ONG et les malades du sida peuvent fêter leur victoire. Leur campagne a fait plier les géants de la pharmacie. Les 39 firmes fabricantes de médicaments anti-sida ont retiré leur plainte à l'encontre du gouvernement sud-africain. Une plainte qui bloquait depuis 3 ans l'application de la loi permettant de produire à bas prix des médicaments génériques et de passer outre les brevets de propriété intellectuelle. L'abandon de cette action en justice résulte des nombreuses pressions internationales qui ont pesé sur les industries pharmaceutiques dont la cote de popularité n'a cessé de décliner. C'est dans le prolongement de ce procès que s'inscrit la déclaration de Doha. Rédigée lors de la 4e conférence ministérielle de l'OMC, réunie au Qatar en novembre 2001, ce texte autorise les sociétés nationales à copier la formule d'un médicament étranger en cas de crise sanitaire sur leur territoire. Dans la même dynamique, la communauté internationale se dote enfin de structures capables d'engager de premières actions en faveur de l'accès au traitement dans les pays les plus pauvres. En 2002, le Fonds mondial de lutte contre le sida, le VIH et la tuberculose est créé. Son objectif est de récolter les moyens d'investir durablement contre les maladies infectieuses dans une centaine de pays. En 2003, les États-Unis votent un plan d'aide d'urgence contre le sida destiné aux pays étrangers, pendant que la France, sous l'impulsion de Jacques Chirac, participe activement à la création d'Unitaid pour rendre les traitements plus accessibles, en créant notamment une taxe sur les billets d'avion. Toujours aussi investi dans le combat contre le sida, Nelson Mandela lance en 2003 la campagne 46664, dont le nom rappelle le numéro d'écrou qui lui a été attribué par l'administration pénitentiaire et qu'il conservera tout au long de ses 27 ans de détention. 40 000 personnes réunies pour un concert de stars. Beyoncé, Bono, Peter Gabriel ou encore Eurythmics sont venus apporter leur soutien à Nelson Mandela. Objectif de la soirée, collecter des fonds pour lutter contre le sida et braquer les projecteurs sur une pandémie qui a tué 3 millions de personnes cette année. Organisé autour de concerts où se produisent notamment Youssou N'Dour, Johnny Clegg, U2, Bob Geldof ou une toute jeune Beyoncé, cette campagne permet d'alerter, de collecter des fonds, mais aussi de faire de la pandémie une urgence mondiale en incitant les gouvernements à prendre leurs responsabilités. To finish what we started, and this is no time to dream. This is the room. Si le succès médiatique est indéniable, les effets politiques restent mitigés. Nelson Mandela s'oppose en effet au président Thabo Mbeki, son successeur à la tête de l'Afrique du Sud, qui refuse de distribuer des antirétroviraux dans les hôpitaux publics
et demande des tests sur leur toxicité. Face à la bronca internationale, son gouvernement doit bientôt céder, mais la bataille est loin d'être gagnée. Le 6 janvier 2005, la situation dramatique sur le continent africain résonne à nouveau lorsque Nelson Mandela, entouré des siens, dans le jardin de sa maison de Johannesburg, annonce, le visage fermé, que le sida vient d'emporter son propre fils à l'âge de 54 ans. Nelson Mandela annonce que l'un de ses fils est mort ce matin du sida après avoir passé plus d'un mois dans un état critique dans un hôpital de Johannesburg. L'ancien président sud-africain, très impliqué dans la lutte contre le sida, a fait cette annonce car il estime que ne pas cacher le sida est le seul moyen de le faire apparaître comme une maladie normale. 4 800 000 Sud-Africains, soit 22% des adultes, sont touchés par le sida. Un drame familial qui illustre la situation tragique de l'Afrique, qui concentre près de 70% des personnes atteintes du sida dans le monde. 10 ans après l'apparition des premières trithérapies, la défaillance de certains États africains à reconnaître l'épidémie comme urgence nationale, le manque de réactivité des pays riches face à cette situation et le coût exorbitant des traitements ancre le continent dans un état de crise sanitaire durable. En France, au tournant du siècle, c'est sur fond de polémique médiatique que la question du sida résonne dans le débat public. Certaines personnalités, comme les écrivains Guillaume Dustan et Éric Rémès, profitent de leur notoriété pour promouvoir sur les plateaux de télévision le bareback, qui signifie littéralement « monter à cru ». Née en Californie au milieu des années 90, cette pratique consiste à abandonner délibérément l'usage du préservatif dans les milieux homosexuels. Pour ses adeptes, c'est un acte de rébellion face à ce qu'ils considèrent comme un diktat de la prévention anti-sida qui tend à les stigmatiser. Mais pour les militants d'associations, comme Didier Lestrade, cofondateur d'Act Up Paris, qui ont tant œuvré afin d'imposer le préservatif comme principe de prévention, c'est un comportement à risque incompréhensible. Plus inquiétant encore, certains ont fait de ce relâchement passager une véritable ligne de conduite. Ce sont les adeptes du bareback. Sur Internet, ils annoncent la couleur. Séropositif, ils cherchent des rapports non protégés, nos capotes exigées. Damien est l'un d'entre eux. À ses yeux, son choix ne regarde que lui et ses partenaires, des partenaires avec lesquels il joue franc jeu. Lorsque je rencontre une personne et que je connais son statut sérologique qui est séropositif, si lui n'a pas envie d'en mettre comme moi, eh bien on n'en met pas. Loin du scandale, c'est une personnalité populaire qui va, par son courage, briser l'omerta et incarner publiquement la maladie et ses complications au nom de toutes les personnes touchées, victimes du silence. En 2005, dans les colonnes du magazine L'Express, la comédienne Charlotte Valandret annonce la sortie de « L'amour dans le sang », un livre dans lequel elle révèle être séropositive depuis le début de sa carrière en 1985. Le visage de la jeune femme de 36 ans, connue par des millions de Français pour ses rôles au cinéma et à la télévision, devient soudain celui d'une survivante. À travers son histoire la plus intime, la déflagration de l'annonce de la maladie, la course contre le temps, l'obligation de se taire, l'apparition des premiers symptômes, la lourdeur des traitements qui lui imposent une greffe du cœur, c'est 20 ans de pandémie qu'elle retrace. Son cas est rarissime, ils ne sont que 2 en France, alors comment fait-elle? Il y a de l'orgueil, de ne pas vouloir se laisser démonter et de reprendre le dessus, et que ça aille quand même, et dire c'est pas la maladie qui m'emportera. Et tant que ma fille me sourit et que je peux lui sourire, vraiment, il n'y a vraiment rien de grave, quoi. Le succès de son livre permet à des milliers de lecteurs de se figurer le quotidien des malades. Le témoignage de Charlotte Valandret est d'autant plus précieux dans la lutte contre le sida qu'il reste une exception dans le milieu artistique. C'est dans cette dynamique que de nouvelles actions politiques et médiatiques sont mises en place. En 2004, Ensemble contre le sida, qui devient bientôt SIDAction, réitère 10 ans plus tard son exploit de 94. Organiser une nouvelle émission
dédié à la prévention et à la collecte de fonds est diffusé en simultané sur toutes les chaînes de télévision. Il y a 10 ans, toutes les chaînes de télévision se mobilisaient contre le sida. Le besoin d'informer, de se prémunir, d'aider les malades et la recherche est malheureusement toujours d'actualité. Tout ce week-end, les 7 grandes chaînes, dont France 2 bien sûr, vont ouvrir leur antenne pendant 3 jours. On retiendra d'abord ces chiffres qui donnent le vertige. 40 millions de personnes dans le monde sont infectées aujourd'hui. En France, 150 000 sont porteuses du VIH et plusieurs dizaines de milliers seraient contaminées sans le savoir, de quoi inciter à ne pas baisser la garde. « 5 millions d'euros sont récoltés pour financer la recherche et les associations. L'année suivante, le sida est déclaré grande cause nationale et le ministère de la Santé initie un nouveau dispositif, les Corévis, des instances décentralisées en région qui rassemblent les différents acteurs de la lutte contre le sida pour coordonner et améliorer les actions. Menés de front, tous ces efforts semblent porter leurs fruits. Pourtant, à l'aube du XXIe siècle, côté prévention, les espoirs s'effondrent à nouveau. Après 5 ans de travail, les derniers essais de vaccins en phase 3 menés aux États-Unis et en Thaïlande sont des échecs. Si la déception est de taille, la recherche ne s'arrête pas pour autant et de nouveaux essais sont menés partout dans le monde pour trouver le vaccin qui mettra un terme à cette pandémie. En France, la question du sida se retrouve à nouveau sur grand écran en 2007. Avec Les Témoins, André Téchiné revient à travers une galerie de personnages interprétés par Emmanuel Béard, Michel Blanc ou Sami Bouadjila sur l'arrivée de la pandémie au début des années 80. Le réalisateur livre ainsi un film personnel et bouleversant. Cette épidémie qui était montrée du doigt comme une sorte de punition au sens moral, avec justement toute la honte et la culpabilité que ça suscitait, mon film est plutôt dénonciateur et critique par rapport à ça. Les témoins, ce sont eux, nous, ceux qui ont survécu, mais n'oublie pas ceux qui sont partis. Une piqûre de rappel indispensable, un film bouleversant. 6 octobre 2008, alors qu'ils sont respectivement en conférence en Côte d'Ivoire et en mission au Cambodge, Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi, 2 des pionniers de la lutte française contre la maladie, apprennent qu'ils sont les prochains lauréats du prix Nobel de médecine pour leur co-découverte du virus du sida en 1983. Première félicitation pour le professeur Montagnier, actuellement en Côte d'Ivoire pour une conférence sur le sida. Ce prix Nobel consacre 25 ans de recherche. En 1983, à l'Institut Pasteur, avec Françoise Barré-Sinoussi et son équipe, il isole pour la première fois le virus du sida. L'épidémie n'en est qu'à ses débuts. Ils se battront longuement pour ne pas se faire voler la découverte par les chercheurs américains. La cérémonie a lieu le 10 décembre 2008 en Suède, à l'hôtel de ville de Stockholm. Le courage et la détermination des chercheurs français, longtemps ignorés par la communauté scientifique au profit de leurs homologues américains, sont enfin reconnus. À travers ce prix prestigieux, c'est une reconnaissance pour tous les pionniers français de la lutte contre le sida. Willy Rosenbaum, Jacques Lebovitch, Françoise Brun-Vézinet, Christine Rouziou, Jean-Claude Gluckmann, Charles Doguet, David Klatzmann. Mais c'est le nom de l'un d'entre eux qui est sur toutes les lèvres, le pasteurien Jean-Claude Sherman, sous la responsabilité duquel Françoise Barré-Sinoussi travaillait et grand oublié du prix Nobel de médecine. La place de la recherche française dans la lutte contre le sida est enfin reconnue. Ce prix mettant un point final à la polémique franco-américaine autour de la découverte du virus. Dans cette atmosphère de célébration et d'hommage, la 3e décennie de lutte contre le sida s'achève sur une nouvelle note d'espoir. Pour la première fois, un traitement en un seul comprimé, l'Atripla, arrive sur le marché, promettant de faciliter les conditions de vie des patients, et un nouveau vaccin expérimenté en Thaïlande révèle des premiers résultats très prometteurs. Les résultats de cet essai clinique sur l'efficacité du vaccin ont surpris l'armée américaine et le ministère thaïlandais de la Santé, les 2 co-organisateurs de l'expérience. C'est la première fois, indiquent les organisateurs de l'essai, qu'un vaccin montre une relative efficacité contre le virus VIH.
Cet essai clinique avait été fortement critiqué comme étant un gaspillage d'argent, car très peu s'attendaient à un résultat positif. L'expérience est maintenant saluée comme une étape majeure dans le développement d'un vaccin contre le sida. Enfin, le professeur Bernard Hirschel, pionnier helvète de la lutte contre la maladie, martèle de séminaire en congrès que les personnes séropositives traitées correctement ne sont quasiment plus contaminantes. D'abord disqualifiée par certains de ses confrères, la communauté scientifique ne peut ignorer que de plus en plus de travaux tendent à créditer son discours. Mais l'attention médiatique se cristallise bientôt sur un malade, pour l'instant anonyme. À l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin, 2 médecins allemands obtiennent des résultats jusqu'alors jamais observés dans le suivi d'un patient séropositif. S'ils se confirment dans les mois à venir, la nouvelle pourrait faire l'effet d'une bombe dans l'histoire de la lutte contre le sida. Prudents, ils attendent d'avoir plus de données pour présenter leur travail à la communauté scientifique internationale. C'était Ensemble, 40 ans de lutte contre le sida. Un podcast écrit par Anthony Passeron et raconté par Catherine Ringer. On n'a jamais été aussi proche de jouir d'un monde sans sida. Pour y arriver, continuons de soutenir la recherche. Faites un don sur sidaction.org ou envoyez DON, D-O-N, par SMS au 92 110. Sidaction, toujours là contre le sida. How you do it, sir? Every time you make me speak, sir. Every time you make me speak, sir. Every time you make me speak, sir. Bite your lips, sir. Wine pon the rhythm like a lip, sir. My eyes shine bright like a disco. You know some bad before the intro. Wine pon the hood. You never know me where they call pon the foot. Wine pon the table, wine pon the boat. Before we do it, baby, you better pull. So we under the kush, under me Guinness, under me Magnum, under me Hennessy, under me rum. Baby, you a go see the long gun. Where you run go? How you do it, sir? Every time you make me speak, sir. Every time you make me speak, sir. Every time you make me speak, sir. Bite your lips, sir. Wine pon the rhythm like a lip, sir. My eyes shine bright like a disco. You know some bad before the intro. My girl, you so sexy. Coca-Cola shape, no appa Pepsi. T'as pas ticket tout long for mon tête pitette si. T'as tes flat quand d'autres femmes m'ont t'es déjà nexi. Hey Nancy, better get pregnancy. Routine that you call emergency. None of them can test me. We are do it everywhere, them can't stop we. How you do it, sir? Every time you make me speak, sir. Every time you make me speak, sir. Every time you make me speak, sir. Bite your lips, sir. Wine pon the rhythm like a lip, sir. My eyes shine bright like a disco. You know some bad before the intro. She know how to do it, my dan. Do it pon the bed, pon the street, my dan. Never know I saw the thing tight for real, my dan. Better lift her up on the big dive on. But who run the place right now? Who I represent straight for every island? You all of the man, them want give the mansion. My baby, where you get it from? How you do it, sir? Every time you make me speak, sir. Every time you make me speak, sir. Every time you make me speak, sir. Bite your lips, sir. Wine pon the rhythm like a lip, sir. My eyes shine bright like a disco. You know some bad before the intro. How you do it, sir? How you do it, sir? Bite your lips, sir. Bite your lips, sir. How you do it, sir? Every time you make me speak, sir. Every time you make me speak, sir. Every time you make me speak, sir. Bite your lips, sir. Wine pon the rhythm like a lip, sir. My eyes shine bright like a disco. You know some bad before the intro.
SIDAction présente Ensemble, 40 ans de lutte contre le sida. Les années 2010-2020, racontées par Eddy de Pretto. Voilà bientôt 15 ans que les antiprotéases ont été mises sur le marché. Grâce à de nouvelles molécules antivirales, les trithérapies évoluent et offrent aux malades des résultats jusque-là inespérés. Le 4 janvier 2010, c'est un acte politique international qui marque l'histoire. Comme il s'y était engagé durant sa campagne présidentielle, Barack Obama abroge une loi de 1987, interdisant aux personnes séropositives d'entrer sur le territoire américain. Les associations de lutte contre le sida veulent voir dans le retrait de cette loi le symbole d'un espoir et d'une tolérance retrouvée. Il y a 22 ans, par une décision fondée sur la peur plutôt que sur les faits, les États-Unis ont instauré une interdiction d'entrée sur le territoire pour les porteurs du virus du sida. Nous parlons de ne pas stigmatiser les malades, mais dans les faits, nous les considérons comme une menace. Lors de sa déclaration, Barack Obama rappelle que plus d'1 million de personnes vivent avec le VIH aux États-Unis. Il souligne également que les hommes homosexuels et les Afro-Américains présentent des taux de contamination bien supérieurs à celui de l'ensemble de la population. Après plus de 30 ans de pandémie, le VIH demeure même sur le sol de la première puissance mondiale un marqueur d'inégalité sociale. En France, l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, remet un rapport à la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, sur la réduction des risques chez les usagers de drogue. La ministre émet alors un avis favorable sur l'expérimentation des salles de consommation à moindre risque. Une mesure jugée utile pour limiter la consommation sur la voie publique, diminuer les infections au VIH et maintenir un lien avec les usagers. Cette expérience, pourtant nécessaire, exacerbe les tensions dans l'Hexagone alors que d'autres pays européens l'ont adopté avec succès depuis longtemps. Des seringues stérilisées et une assistance médicale, les shooting rooms permettent aux toxicomanes d'éviter les contaminations aux hépatites ou au virus du sida. À l'heure actuelle, 8 pays européens ont ouvert de tels centres. Une méthode de prévention qui donne des idées en France. Il y a quelques semaines, la ministre de la Santé Roselyne Bachelot proposait une concertation sur l'ouverture des shooting rooms. Une idée soutenue par la gauche, mais qui provoque un tollé dans la majorité. Les années 2010 sont celles de nombreuses révolutions dans le domaine de la prévention, avec notamment l'apparition d'outils incontournables. Tout d'abord, la PrEP, le premier traitement de prophylaxie pré-exposition. Commercialisé aux États-Unis en juillet 2011 sous le nom de Truvada, ce médicament pris avant une exposition au virus enraye les mécanismes de l'infection. Dans la foulée, l'autorité américaine du médicament autorise OraQuick, le premier test rapide à réaliser chez soi. D'autre part, une succession d'études sur les risques de transmission du VIH au sein de couples sérodifférents, n'utilisant pas de préservatif, va apporter une nouvelle pierre à l'édifice de la prévention. Ce que pressentait le professeur Bernard Hirschel depuis plusieurs années se voit confirmé aussi bien chez les couples homosexuels qu'hétérosexuels. Les personnes séropositives sous traitement depuis plus de 6 mois et ayant une charge virale indétectable ne peuvent plus transmettre le virus lors des relations sexuelles, même sans préservatif. L'une est séropositive, l'autre pas. Ce sont des couples comme celui-ci que l'étude concerne en premier lieu. Elle montre que les médicaments antirétroviraux empêchent à 96% la transmission du virus, à condition de les prendre très tôt, dès que le VIH est détecté. On s'en doutait depuis plusieurs années. Aujourd'hui, la preuve est faite. C'est une bonne nouvelle pour les séropositifs. Les traitements contre le VIH font donc office de prévention à part entière. C'est ce qu'on appelle le TASP, pour Treatment as Prevention, traitement comme prévention. Dès lors, la diffusion des traitements au plus grand nombre peut donc constituer un moyen fondamental pour espérer enrayer définitivement l'épidémie. Pour diffuser l'information, une campagne est lancée pour la première fois aux États-Unis, autour du slogan U = U. Undetectable equal untransmittable. Indétectable est égal à intransmissible. Pour les personnes séropositives et leurs proches, le TASP est bien plus qu'un nouveau moyen de protection. Il est aussi un grand pas en avant qui permet à chacun de retrouver une sexualité épanouie et de reprendre peu à peu une vie aussi normale que possible. Un autre espoir un peu fou va naître avec le cas de l'énigmatique patient de Berlin. Depuis plusieurs années, des publications scientifiques font régulièrement état de la curieuse existence d'un probable premier cas de guérison dans un hôpital berlinois.
C'est à l'été 2012, à l'occasion de la 19e conférence internationale sur le sida de Washington, que le patient de Berlin sort enfin de l'ombre. Son médecin, le docteur Gero Hüther, hématologue à l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin, présente son traitement et ses résultats aux conférenciers captivés. Le profil du patient de Berlin commence à se dévoiler. Déclaré séropositif en 1995, juste avant de fêter ses 30 ans, le jeune homme réagit bien au premier traitement. Mais à l'aube de ses 40 ans, une nouvelle vient compromettre son avenir. On lui diagnostique une leucémie. Après des traitements particulièrement lourds, une infection oblige les médecins à le plonger dans un coma artificiel. Le docteur Hüther a alors l'idée de chercher un donneur en vue d'une greffe de moelle osseuse et sélectionne volontairement un porteur d'une mutation génétique extrêmement rare appelée CCR5 delta 32. Depuis une dizaine d'années, les chercheurs ont en effet observé que les personnes porteuses de cette mutation, soit environ 0,3% de la population, sont protégées contre l'infection au VIH. Le patient de Berlin reçoit donc 2 greffes consécutives en 2007 qui vont vaincre son infection au virus du sida et partiellement sa leucémie. Plus de 600 jours après l'opération et en l'absence de tout traitement, il ne présente plus aucun signe d'infection. À la fin de sa présentation, le premier patient officiellement guéri du VIH s'avance sur scène et rejoint le docteur Hüther sous un tonnerre d'applaudissements. Il est américain, il a 46 ans et s'appelle Timothy Brown. Mon cas, mon histoire, sont la preuve vivante que le sida peut être vaincu. L'espoir est vivant et la guérison est à l'horizon. Un témoignage qui a secoué les consciences lors de cette 19e conférence sur le sida de Washington. S'il est réel, l'espoir soulevé par cette première guérison du VIH doit être davantage perçu comme un encouragement à poursuivre les recherches dans cette direction que comme un modèle à reproduire. En effet, le parcours du combattant emprunté par Timothy Brown ne peut constituer un traitement reproductible à grande échelle. 2 autres cas de guérison après le même protocole suivront. Le patient de Londres et enfin celui de Düsseldorf en février 2023. En 2020, Timothy Brown décédera d'une récidive de sa leucémie. Le 1er décembre 2014, 42 maires de métropoles internationales et des représentants de gouvernement se retrouvent à l'Hôtel de Ville de Paris pour signer la Déclaration de Paris. C'est la naissance des villes sans sida. Je veux remercier les maires, les pouvoirs locaux qui ont répondu à cette invitation. Il y a en fait quelques semaines que nous nous sommes dit que nous devions nous engager, nous les maires, de façon encore plus résolue sur la question du sida. Pour accélérer la lutte contre la maladie, les maires s'engagent sur la réalisation de 3 objectifs à atteindre d'ici 2020, communément appelés les 3,90. 90% des personnes séropositives doivent être informées de leur statut virologique. Parmi elles, 90% doivent recevoir durablement un traitement antirétroviral. Et enfin, 90% des personnes traitées doivent avoir une charge virale durablement indétectable. Le projet est ambitieux, mais à la hauteur des attentes des associations qui mesurent l'enjeu du contrôle de l'épidémie. Dans la continuité de cette démarche, un collectif est fondé en 2016 pour la ville de Paris. Son nom est sans ambiguïté, Vers Paris, sans sida. D'autres initiatives suivront en France, comme à Nice, Bordeaux et plus récemment à Marseille. En 2013, la question du sida s'impose à nouveau sur grand écran. Dallas Buyers Club, du réalisateur québécois Jean-Marc Vallée, raconte l'histoire authentique de l'un des premiers clubs clandestins d'importation d'antirétroviraux au Texas. Le film est un triomphe. Les 2 premiers rôles, interprétés par Matthew McConaughey et Jared Leto, sont salués par la presse internationale et couronnés de dizaines de prix, dont un Golden Globe et un Oscar pour chacun des comédiens. Welcome to the Dallas Buyers Club. You treating these people? How they're treating themselves. I ain't selling drugs, I'm selling membership. We need a new supply. Check Amsterdam, China, and Israel. Been doing business with you. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est un film français qui vient percuter les écrans. Réalisé en 2017 par Robin Campillo, ancien militant d'ACT UP,
120 battements par minute revient sur l'histoire mouvementée de l'association, qui a bousculé la société en inventant une nouvelle forme d'activisme. Présenté au Festival de Cannes, c'est un triomphe public et critique. Le film remportera 7 Césars. À Acte Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. En France, en 2017, grâce à la longue mobilisation des associations, l'interdiction des soins funéraires aux malades du sida est enfin levée. Pendant plus de 30 ans, les défunts atteints du VIH étaient privés de tout soin de conservation, sans que cette mesure n'ait jamais été appuyée par aucune étude scientifique. Le décret de 1986, signé dans un climat de terreur, qui discriminait et stigmatisait jusque dans le deuil les personnes séropositives et leurs proches, tombe enfin. À l'aube des années 2020, c'est un autre virus qui va soudainement bouleverser l'histoire. Un marché aux poissons fermé et en cours de désinfection. C'est ici que tout a commencé. Les premières victimes ont été contaminées sur ce marché de la ville de Wuhan, en Chine. 2 personnes sont mortes dans cet hôpital. Selon les autorités chinoises, 45 personnes auraient été contaminées par ce virus encore mystérieux. Les scientifiques de l'OMS sont inquiets. Bien que les maladies soient radicalement différentes, l'histoire semble se répéter. Début janvier 2020, l'OMS annonce qu'une pneumonie atypique se développe de façon inquiétante en Chine. Elle semble due à un coronavirus jusqu'alors inconnu, la Covid-19. Face à l'apparition progressive de cas confirmés et de premiers décès sur le territoire national, cette épidémie qu'on regardait d'abord de loin cristallise peu à peu l'attention des médias et des autorités. La multiplication des décès et la soudaine saturation des services de réanimation contraignent de nombreux pays, dont la France, à prendre une décision aussi radicale qu'inédite. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Au cours de cette allocution historique, malgré la déflagration que constitue cette annonce pour des millions de Français, une phrase ne passe pas tout à fait inaperçue auprès de tous ceux qui ont eu à s'engager, individuellement ou collectivement, contre le sida. Cette épidémie, qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. La formule, destinée à marquer les esprits, semble ignorer la pandémie de sida, ces millions de morts et tout un pan de l'histoire de la démocratie sanitaire française. Sur le terrain médical et scientifique, ce sont pourtant bien les noms de certains combattants historiques de la lutte contre le VIH qui apparaissent au fil des jours. Le professeur Jean-François Delfrécy, ancien directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, est nommé président du conseil scientifique Covid-19. Quant au professeur Françoise Barré-Sinoussi, co-découvreuse du virus et prix Nobel de médecine, elle est sollicitée pour prendre la tête du CARE, le comité d'analyse, de recherche et d'expertise. Bonsoir Françoise Barré-Sinoussi. Vous présidez depuis hier le comité... Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un professeur de médecine spécialiste des maladies infectieuses. Jean-François Delfrécy, bonjour. Bonjour. Et merci d'être au micro de France Inter. Dans les laboratoires et les hôpitaux, les chercheurs et les infectiologues, très investis sur le VIH, consacrent leur énergie et leurs compétences à se battre contre ce nouveau virus. D'autres pionniers de la lutte contre le VIH, comme la professeure Christine Rouziou, sont régulièrement sollicités pour tenter de comprendre les enjeux de cette nouvelle pandémie. Leurs 40 années d'expérience dans la lutte contre le sida font d'eux des experts incontournables. La recherche scientifique sur le VIH et ses acquis contribueront à fortement accélérer l'identification de ce nouveau virus, puis la mise au point de plusieurs vaccins en un temps record. À son tour, la recherche sur le VIH espère bénéficier des acquis de la recherche sur la Covid-19, en initiant par exemple de nouveaux essais vaccinaux utilisant la technique de l'ARN messager. Pendant ce temps, dans l'ombre, les associations de lutte contre le sida, ignorées des instances nationales, luttent pied à pied contre le SARS-CoV-2. Elles adaptent leurs activités et mettent à profit leur longue expérience en matière de prévention et d'accompagnement des personnes les plus précaires et les plus éloignées des soins. Elles apporteront également une aide sociale précieuse aux personnes vivant avec le VIH
dont les situations administratives ne permettent pas d'avoir accès aux aides mises en place par l'État, comme les travailleuses du sexe ou les personnes sans papier. Mais ce qui inquiète tout particulièrement les associations de lutte contre le sida, tout comme les médecins et les chercheurs en ce début de décennie, ce sont les répercussions d'une pandémie sur l'autre. Et elles seront grandes. D'après les éléments dont dispose l'ONU-SIDA, on observe une nette diminution des tests de dépistage des IST et des infections au VIH tout au long de l'année 2020 dans de nombreux pays, dont la France, conséquence des mesures de confinement, de la priorité portée sur le dépistage du Covid et d'une forte invisibilisation du VIH pendant cette période. Une tendance observée tout au long de l'année dernière en France. À cause du Covid, les tests de dépistage du VIH ont chuté de 50%, soit 650 000 de moins en 2020 par rapport à 2019. La crise sanitaire a éloigné les plus fragiles de l'accès au traitement et à la prévention. En France, 5 000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année. Près de 30% d'entre elles sont diagnostiquées à un stade sida ou très avancé dans l'infection, mettant à mal leur santé et entraînant encore plusieurs décès par an, faute d'avoir pu être dépistées à temps. Parmi ces nouveaux diagnostics, 23% concernent des personnes de plus de 50 ans, que l'on croyait à tort suffisamment informées sur la maladie. En 2021, plus de 600 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida et parmi les nouveaux touchés, une proportion de plus en plus importante de jeunes femmes, notamment en Afrique subsaharienne. Sur le plan législatif et sociétal, une terrible inertie demeure dans le changement des mentalités. En 2020, pas moins de 92 pays continuent de criminaliser la transmission ou l'exposition au virus, ainsi que la non-divulgation de sa séropositivité. Une politique énergiquement combattue par l'ONU-SIDA qui pointe des lois contre-productives en termes de prévention. Les discriminations envers les personnes séropositives restent fortes, souvent par ignorance et par peur injustifiée, et leurs conséquences psychologiques et sociales représentent encore trop souvent un obstacle bien plus grand dans leur vie quotidienne que la gestion de leur santé. Le 9 décembre 2022, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce via son compte Twitter que des préservatifs entièrement remboursés par l'assurance maladie seront disponibles dans toutes les pharmacies dès le 1er janvier 2023. Cette gratuité est donc une vraie bonne nouvelle pour la directrice générale du SIDAction, Florence Thune. C'est une très bonne nouvelle, puisque tout ce qui concourt à améliorer l'accès à la prévention pour les jeunes est forcément une bonne nouvelle. On se demande un peu pourquoi finalement elle n'est pas ouverte aux moins de 25 ans tout court, c'est-à-dire si aujourd'hui vous avez 17 ans, est-ce que vous pouvez aller aussi en pharmacie et avoir des préservatifs gratuitement, puisque la sexualité elle commence avant 18 ans. D'abord évoqué pour les 18-25 ans, le dispositif est finalement étendu aux mineurs. C'est un geste fort qui vient conforter l'arsenal des outils de prévention mis à disposition des jeunes de moins de 25 ans, dont la proportion augmente depuis plusieurs années parmi les nouveaux diagnostics de VIH. Depuis 10 ans, d'importants efforts sont faits sur le bien-être des malades. Plusieurs essais ont permis de mettre en place des protocoles d'allègement thérapeutique prometteurs. Les essais Quatuor et dernièrement Duetto semblent confirmer que l'allègement du nombre de molécules associées à la réduction de prises hebdomadaires est possible, permettant aux malades d'envisager de vivre plus sereinement avec le virus. Un traitement injectable tous les 2 mois fait également son apparition. Préservatifs, TASP, PrEP, dépistage gratuit, traitement post-exposition. Le coup de projecteur médiatique du SIDAction sur ces avancées permet de rappeler à chacun les multiples moyens de se protéger du virus et les dernières améliorations des traitements à une époque qui dispose de moyens concrets pour tenter d'en finir définitivement avec l'épidémie. Plus de 40 ans après le début de la pandémie, la lutte contre le sida est entrée dans les manuels d'histoire. Chercheurs, médecins, personnes vivant avec le VIH, politiques, artistes, activistes, la lutte a su mobiliser des pans entiers de la société et raconte une histoire globale et collective qui transcende les frontières entre les pays, les continents, les disciplines, les sociétés, les cultures. Ils doivent aujourd'hui continuer de mener de nombreux combats, notamment pour défendre l'accès aux soins pour les personnes dont les droits sont régulièrement bafoués, qu'elles vivent avec le VIH ou qu'elles y soient particulièrement exposées par leurs conditions de vie, leur orientation sexuelle, leur origine. Cette lutte se rappelle régulièrement à nous à travers l'art, les médias ou plus simplement notre quotidien.
à travers un épisode nouveau qui vient compléter la mémoire d'un combat que nous partageons tous, chacun à notre manière. Que l'on ait connu l'arrivée de l'épidémie ou que nous la découvrions seulement aujourd'hui, elle a profondément bouleversé notre rapport à la sexualité, à l'altérité, à la médecine, à l'insouciance, au cinéma, à la littérature, à la musique, aux addictions, à l'engagement, au courage, à la mort et à la vie. C'était Ensemble, 40 ans de lutte contre le sida. Un podcast écrit par Anthony Passeron et raconté par Eddie de Pretto. On n'a jamais été aussi proche de jouir d'un monde sans sida. Pour y arriver, continuons de soutenir la recherche. Faites un don sur sidaction.org ou envoyez don, D-O-N, par SMS au 92 110. SIDAction, toujours là contre le sida. Vivre avec le VIH, c'est une rediffusion. Et du coup, on a dit aujourd'hui, on parle de l'amour. Bonjour Fred, bonjour Cédric, bonjour Hélène. Bonjour Christina. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation un peu particulière de vous exposer autant. Alors, vous êtes un couple. Alors, Cédric et Fred, vous êtes en couple depuis longtemps? Eh ben, ça va faire 10 ans à la fin de l'année. Ouh là là. Ouais. Beaucoup. Hein. J'attends une demande en mariage en direct à la radio. Attends, à la fin de l'année prochaine. Là, au mois de décembre 2023, ça fera 10 ans. Waouh, voilà. Pas mal. Hélène, tu es toute seule ici et ton chéri t'a pas accompagnée, mais... Mais non, il avait du travail malheureusement. Oui, mais ça va, tout va bien. Vous êtes heureux ensemble? Ah oui, totalement. Et depuis combien de temps? Eh bien, nous avons fêté nos 10 ans. Ah oui? Au mois d'août, oui. Ah, je ne vous avais pas demandé avant de venir depuis combien de temps vous êtes ensemble. Je ne savais pas que j'avais des couples de 10 ans face de moi. J'en connais presque pas. Mes parents, mais bon, c'est une autre génération. Hein? Alors 10 ans, en année gay, il faut multiplier par 2. Ça fait 20 ans. Ah oui, exactement. Je plaisante. Ça, c'est pas mal. D'ailleurs, en fait, vous partagez... beaucoup de choses. On va essayer, petit à petit, on s'échauffera. Je vous poserai des questions peut-être plus intimes et vous déciderez s'y répondre ou pas. Voilà, on n'est pas obligé à tout répondre. Mais vous partagez tout, sauf votre statut sérologique, j'ai l'impression. Oui, la chance. Il vaut mieux. Alors, en fait, je voudrais un peu savoir des deux couples différents. Qu'est-ce que c'est la certitude scientifique que vous avez derrière? Comme vous la vivez, vous êtes sûr de ne pas infecter votre compagnon. Pourquoi? Je laisse Fred commencer. Moi, je suis sûr à 200% parce que le TASP, c'est une réalité scientifique qui a été prouvée par beaucoup d'études, partenaires, prévenir, etc. Du coup, les TASP, on dit, c'est le traitement comme prévention. Comme prévention, ça veut dire une charge virale indétectable égale 0 transmission VIH. Moi, je suis observant avec mon traitement, donc je fais attention de bien le prendre. Ma charge virale est indétectable depuis plus de 10 ans. C'est prouvé scientifiquement, donc voilà, il n'y a pas de doute. Voilà. Oui. Et Cédric, pour toi, c'est de la même manière. En fait, tu fais confiance à Fred ou c'est aussi tes certitudes à toi? Tu t'es renseigné? Comment... C'est ça, ouais. C'est effectivement d'une part que je fais confiance à Fred et puis que je fais confiance à la science de façon plus large. C'est-à-dire que, en plus, moi, peut-être que j'ai aussi un niveau d'information... peut-être plus élevé que la moyenne, puisque je travaille dans une association de lutte contre le VIH. Et du coup, c'est des informations qu'on manie quotidiennement et surtout qu'on essaie de valoriser auprès du public, auprès de nos publics dans l'association, mais auprès du grand public en règle générale. Le fait que, comme Fred vient de l'expliquer, que quand une personne est séropositive, qu'elle prend un traitement antirétroviral et que ce traitement est efficace, elle a une charge virale indétectable qui fait qu'elle ne peut plus du tout transmettre le virus à sa ou ses partenaires. Donc du coup, voilà, comme la science l'a prouvé et que au quotidien, on le prouve entre guillemets entre nous avec Fred, moi j'ai aucun doute par rapport à ça. Et tu avais ces connaissances avant de rencontrer Fred? Tu connaissais déjà le TASP, même si les TASP, ça fait 15 ans
Dites-moi, 18 ans, je me rappelle plus. Ça fait 15 ans, en fait, puisque ça a été, affirmé pour la première fois par ce fameux chercheur suisse qui s'appelle le professeur Hirschel. Et donc, ça a été valorisé pour la première fois à l'occasion du 1er décembre 2007, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça fait un tout petit peu plus de 15 ans. Et on a commencé à en parler en 2008. Donc là, on est dans l'année où ça fait effectivement 15 ans qu'on a commencé à parler de façon plus large de ces preuves scientifiques. Après, effectivement, moi, quand j'ai commencé à militer dans des associations de lutte contre le VIH, j'ai commencé avec l'association AID. Donc, j'y suis arrivé en 2013. Et c'est un sujet dont j'avais déjà entendu parler, mais je n'avais pas en tout cas toutes ces connaissances scientifiques que j'ai acquis au fur et à mesure. Donc voilà, c'est juste un truc dont j'avais entendu parler, mais qui n'était pas encore très concret pour moi, en tout cas, quand j'ai commencé à me rapprocher du milieu des associations de lutte contre le VIH. Oui, c'était aussi un chemin d'ici ces 10 ans. Hélène, est-ce que pour toi, c'était la même chose? Tout était clair? Est-ce que tu étais avec ton compagnon depuis 10 ans? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, je connais mon statut depuis 12 ans. Je peux te demander de parler un peu plus proche du micro, s'il te plaît? Pardon. Je connais mon statut depuis 12 ans. Lorsque j'ai su, j'étais avec une personne avec qui ça se passait plutôt bien. Tu étais déjà avec cette personne quand tu as découvert? Non, j'étais avec quelqu'un d'autre. Et puis, j'ai découvert ça. Donc, bien évidemment, je l'en ai informé. Bon, notre histoire s'est terminée. Après avoir tergiversé je ne sais combien de temps dans ma tête et avoir beaucoup discuté avec certaines personnes, j'ai décidé de continuer à chercher un autre petit homme. J'ai caché ma sérologie. Enfin, je n'ai pas dit de mots, mais j'ai pas caché non plus quand même que je pouvais avoir un petit truc, j'étais pas en super forme. Enfin, voilà, j'ai amenuisé les choses, mais sans le cacher. J'ai rencontré mon petit homme actuel. On n'a jamais évoqué les choses, mais bon, voilà. Et puis un jour, pas comme un autre, au téléphone, il m'a dit qu'il se doutait. Et puis voilà, il m'a annoncé la chose. Enfin, qu'il savait. J'ai eu peur que ça change quelque chose. Il m'a dit que ça ne changerait rien. C'est même lui qui me l'a dit. Et puis, on a fêté nos 10 ans. Donc, depuis 10 ans, on est ensemble. Ça se passe bien. Il est au courant de plein de choses, mais de sa propre initiative, parce qu'il est déjà très ouvert, très curieux. Et puis, il a décidé de chercher un petit peu plus. Et maintenant, il me surprend parce que je dirais qu'il en connaît autant que moi, peut-être même encore plus, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que, par exemple, quand on est dans des boutiques, bon, alors dans notre malheur, on a quand même des petits avantages, entre autres une carte priorité, c'est débile, mais voilà, dans les boutiques, quand des fois je la sors et que l'on me parle mal ou ça passe mal, en fait, dès qu'on a une carte priorité, c'est lui qui intervient, même à la rigueur, il mord plus que moi. Donc je trouve ça... Oui, tu sens qu'il te soutient, il te protège aussi. Il me protège à fond. Mais dis-moi, toi, il est toujours là. Du coup, toi, quand tu as découvert ton statut sérologique, tu t'es pas dit il faut que je trouve quelqu'un du même statut que moi. Non. En fait, moi, quand j'ai appris la chose, pour moi, ma vie de femme était terminée. Il se trouve que j'ai eu un accident, donc je suis partie à l'hôpital et là. Un truc complètement débile, je ne sais même pas comment c'est possible, même avec tout ce recul. Malgré la tronche complètement abîmée que j'avais, parce que je m'étais ouvert l'arcade sourcilière. Donc en fait, je suis arrivée à l'hôpital, j'avais l'arcade sourcilière complètement défoncée, donc j'étais pleine de sang, partout sur le visage, dans les cheveux. J'avais évidemment un coquard monstrueux, l'œil fermé, enfin, comme dans les films. Et ceci dit, l'infirmier qui m'a soignée, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il s'est intéressé à moi, on s'est revus finalement. C'est lui qui m'a réouvert sur la vie, qui m'a fait comprendre que ma vie de femme n'était pas terminée.
Et de là, je suis partie dans l'optique de continuer ma vie, puisque si un homme sérodiscordant, d'autant plus sérodiscordant, s'était intéressé à moi, c'est que finalement, surtout qu'il était dans le milieu médical, c'est qu'il y avait quelque chose qui allait. Et puis la preuve, le petit jeune homme qui m'a laissé tomber juste avant parce que j'étais séropo, il nous est arrivé d'avoir des problèmes de préservatifs. Bien évidemment qu'il a fait des examens, puisque bien évidemment, je ne vais pas cacher la chose, il n'a pas été touché. Mm-hmm. Et avec mon petit homme, depuis 10 ans, voilà, je dis pas, on a fait très attention pendant très longtemps, même encore maintenant, on peut faire attention. Mais on a fait plusieurs fois l'amour sans préservatif, il n'y a aucun souci, parce que je suis observante, là je rejoins tout ce qui s'était dit avant, voilà, il faut être raisonnable. Alors, Hélène, elle est déjà rentrée dans les détails, elle nous a parlé de comment elle a rencontré son compagnon. Alors, faut pas me poser cette question. Comment Alors, Fred, toi, oui. tu as raconté un peu de ta vie avant Cédric, notamment dans ton livre « T'as pas les sida, j'espère », qu'il est de la maison d'édition produit par Librinova. On a parlé ici à l'antenne. Mais du coup, vous, comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce qu'on veut les raconter? On peut, oui. On peut. J'adore raconter cette histoire. Parce que c'est plutôt drôle. On aime les histoires d'amour, surtout aujourd'hui. Non, mais en fait, c'est assez cocasse. Bon, déjà, pour se remettre un peu dans le contexte, on est en 2013, donc on est tous les deux militants chez Aide. Moi, à l'époque, je galérais un peu dans mes rencontres amoureuses parce que je savais jamais à quel moment fallait le dire. Est-ce que je le dis le premier soir et le mec il part en courant? Est-ce que j'attends le 3e rendez-vous? Est-ce que j'attends d'avoir couché avec lui ou pas? Enfin voilà, il y avait toujours ce truc, on sait pas à quel moment le dire, et surtout on a peur du rejet parce que la sérophobie c'est une réalité. Beaucoup de séropos la vivent au quotidien sur les applis de rencontres, etc. Et donc arrive ce soir de décembre 2013, on va à une soirée organisée par Aide Paris qui s'appelle « Mêle-toi de ton cul » et qui est une soirée de prévention destinée aux hommes qui aiment les hommes. Et donc c'était une soirée sur la santé anale, avec la présence d'un proctologue. Donc c'est pas romantique du tout, mais c'était assez drôle parce que pour le coup, le proctologue présentait des diapositives de fissures anales et de condylome sur écran géant. T'avais les passants qui passaient, parce que c'était un local qui donnait sur une rue, donc t'avais des passants qui s'arrêtaient, ils se disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bref, nous on se rencontre là, et en fait au début de la soirée, il y avait une habitude, c'est qu'on faisait un tour de table et chacun se présentait, donnait son prénom et disait ce qu'il voulait. On pouvait donner son statut sérologique si on voulait, mais il n'y avait aucune obligation. Donc moi je me présente, je dis voilà, j'ai Fred, je m'appelle Fred, je suis séropositif, etc. Lui il se présente, Cédric séronégatif. Et puis à la fin de la soirée, il y a plusieurs militants qui se retrouvent pour aller manger dans un JAP. C'était une petite habitude qu'on avait. Et il se trouve qu'on était assis à côté. Et puis voilà, the rest is history. Enfin, je sais pas si tu veux raconter ta version des faits. Mais... Non, mais c'est exactement ça. Enfin, c'est juste le côté soirée sur la santé anale avec effectivement ces diapositives toutes plus ragoûtantes les unes que les autres, projetées sur grand écran sur le mur du local où on était. C'était effectivement assez drôle. Comme quoi, voilà, c'est juste, on a l'habitude de dire que la santé anale, ça mène à tout. C'est ça. Et Cédric, pour toi, c'était la première fois que tu avais une relation avec quelqu'un des séropos? Non, c'était pas la première fois. C'était la 2e fois, en fait. Parce que j'avais eu, avant de rencontrer Fred, quelques histoires longues de plusieurs années. Et parmi, en fait, ma dernière histoire, qui avait duré 3 ans, avec un garçon d'origine espagnole, effectivement. Vivre avec le VIH, c'est une rediffusion.